Bonjour tout le monde. C'est un plaisir effectivement d'être là ce soir avec vous. On va vous parler d'observabilité, d'OpenTelemetry, surtout de traces ce soir. Et on va peut-être commencer par se présenter. Et de métrique. De métrique, absolument. Benjamin, qui es-tu? Moi. Alors, je ne travaille pas à la ville de Grenoble, mais je suis de Grenoble. J'ai rejoint Zenica en octobre. Ça a été un plaisir. J'ai quasiment 20 ans de dev dans les pattes. Et voilà, du plaisir à partager, du plaisir à développer, plutôt back-end. Voilà. Yes, et vous voyez mes deux animaux à gauche. Effectivement. Et de mon côté, Olivier Couplon, je suis directeur technique de l'agence de Clermont-Ferrand de Zenica, qui s'est créée il y a bientôt un an à peu près, et donc que j'ai rejoint pour l'occasion, avec pas mal de petites pictos aussi, de jeux et de lectures variées que j'apprécie beaucoup. Et je ne travaille pas non plus à la ville de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on va vous parler donc, comme on le disait, d'observabilité, et l'image qui va bien, c'est ce petit bateau là qui va rencontrer un iceberg, où on peut se projeter effectivement, où on connaît un peu cette histoire, et la problématique, c'est de se dire, est-ce qu'on peut éviter tout ça? Est-ce que l'iceberg est évitable? Et notre but, c'est de rendre l'invisible visible, de pouvoir effectivement détecter ce type de problématique avant qu'elles se produisent, et de les mettre en lumière. Et ce qu'on va voir, c'est que dans la vraie vie, maintenant, actuellement, il n'y a plus un seul bateau qui arrive, qui va rencontrer un iceberg et qui a besoin de sondes, mais on a plein de bateaux qui vont rencontrer plein d'icebergs. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de l'observabilité en 2023 et même déjà depuis quelques années. Donc, on va regarder un petit peu toutes ces problématiques. Si on revient un petit peu justement en arrière, parce que bon, on en est là aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Finalement, c'est une démarche assez logique ce qui s'est passé depuis quelques années. On va repartir au début des années 2000, où on avait déjà des besoins d'observabilité, et où on se rendait compte en fait que les serveurs n'avaient plus d'espace disque, qu'on avait des problèmes système, etc. Et donc, on a mis en place des outils d'observabilité du type Nagio, du type Zabbix, qui nous ont permis d'avoir des premières informations avec des protocoles propriétaires, avec des choses qui remontent les données directement depuis les serveurs. Et puis en parallèle de ça, on a de l'Application Performance Monitoring, des APM qui sont sortis, avec dans les pionniers Dynatrace, mais on avait aussi AppDynamics et pas mal d'autres solutions qui existent toujours d'ailleurs, qui elles servent plutôt à détecter la manière dont se comportent nos applications, à collecter principalement des journaux applicatifs, des choses comme ça. Et elles vont capter la partie application là où les outils d'observabilité captent plutôt les outils système. Donc cet écosystème, il est quand même super important, super intéressant. Il évolue pas mal. Et puis, il y a un tournant vers 2010, dans les années 2010 à peu près, c'est les approches beaucoup plus orientées cloud, avec des systèmes qui se distribuent de plus en plus. Et là, on ne peut plus adopter tout à fait les mêmes systèmes. Du moins, on essaye, mais ça ne scale pas super bien. Et donc, Amazon nous sort AWS. Et on a des acteurs du type Datadog ou New Relic, qui existent bien sûr maintenant, et qui, eux, ont proposé de faire tous ces aspects d'observabilité, monitoring, etc., directement en mode SaaS. Donc, c'est d'autres approches, ça capte à peu près la même chose, mais surtout, ça vous permet de le faire au niveau de l'ensemble des systèmes que vous avez besoin de monitorer. Donc ça, c'est relativement intéressant aussi. En parallèle de ça, c'est bien gentil, on capte des logs, mais on a aussi besoin d'autres informations qui vont être structurées un peu différemment. On va le voir tout à l'heure, mais on va vouloir capter des métriques, là, typiquement avec Prometheus, ou des traces avec Zipkin. Et donc, le domaine de l'observabilité commence à se structurer réellement autour de différentes méthodes, différents besoins, mais pas vraiment autour de standards. Il y a quelques années maintenant, 2015 à peu près, émergence de Kubernetes, où là, on est à fond dans le distribué, où on a des vraies méthodes qui maintenant ont pignon sur rue pour pouvoir automatiser l'ensemble des déploiements, l'ensemble de nos systèmes. Et donc, on se retrouve avec des tas de services, des microservices en pagaille, etc. Et l'observabilité devient un cauchemar. En tout cas, il faut absolument s'outiller. Le temps où on se connectait sur un serveur pour regarder comment il va, et s'il va pas bien, on fait un petit truc à la main, fonctionne beaucoup moins bien maintenant. Les frameworks qui existent actuellement, 2018, 2021, 2022, là, Spring Boot 2, Spring Boot 3, on parle pas mal de Java, mais ça existe aussi dans d'autres systèmes, viennent avec énormément d'outils, des outils qui vont dans le sens de cette standardisation. Et un des outils majeurs sur la scène qui est sorti
en version stable, donc 1.0 en 2021, mais c'est OpenTelemetry qui existe déjà depuis 2019. Donc aujourd'hui, on va surtout regarder OpenTelemetry, comment on fonctionne avec des traces, mais aussi avec des logs et des métriques. Une petite vue d'ensemble du marché. Là, c'est le snapshot 2022 hein, du Magic Quadrant, enfin du cadran de Gartner sur les APM et l'observabilité. Tout ça déjà juste pour dire sur la nomenclature, APM et observabilité. On a arrêté de parler de l'un et de l'autre, les deux termes existent, mais sur les leaders du marché, maintenant on parle de la même chose. Les outils leaders du marché savent faire l'observabilité, l'application performance monitoring de manière intégrée, et donc on peut suivre depuis le système jusqu'à l'applicatif le comportement global de nos applications. Et ça, c'est super intéressant. Donc, bon, voilà, les grands acteurs, vous les voyez, on les connaît. Du moins, on les connaît, ils sont affichés. Voilà le principe. Tous ces outils-là fonctionnent à peu près de la même manière. En tout cas, ce schéma représente leur système de fonctionnement au global. Vous avez vos propres systèmes. Les running systems ici, c'est vos outils à vous, vos systèmes, vos serveurs éventuellement, vos conteneurs sur du cloud, bref, vos systèmes. Ces systèmes-là, il faut y installer des sondes. Donc là, les probes ici, c'est les sondes dont on va avoir besoin. Des fois, les sondes, vous n'avez même pas besoin de les développer, on va le voir tout à l'heure. Puis des fois, vous avez besoin de positionner des outils de capture, des choses comme ça sur vos serveurs. Typiquement, quand on revient sur Zabbix ou Nagios, c'était des petits exécutables qu'on mettait dans les systèmes. Là, maintenant, ça peut être de l'introspection dans votre code ou des bouts de code directement, mais en tout cas, vous avez les sondes. Ces sondes, elles émettent des signaux, donc des traces, des logs et des métriques, du contenu finalement qu'on va vouloir utiliser en termes d'observabilité. Ces signaux sont émis vers des systèmes de stockage et vers des outils de visualisation. Donc, de manière basique, on les envoie et c'est stocké et c'est visualisé. Ces outils-là peuvent être sur du cloud ou on-prem, donc chez vous, sans grande distinction là-dessus également. Évidemment, le critère de décision viendra surtout de ce que vous voulez mettre et comment vous voulez, enfin, en termes d'argent, en termes de temps à maintenir, puisque les différentes offres, évidemment, ont des contraintes sur ces points-là. C'est logique. Un petit peu de vocabulaire peut-être, en parlant de log, trace et métrique. Benjamin, tu veux démarrer? Ouais. Alors, on a vraiment trois concepts qui émergent en termes d'observabilité. Donc, les premiers, les plus connus, ça va être les logs. Par log, on entend le fait d'écrire, je ne vais pas dire de tracer, hein, bien entendu, le fait d'écrire un événement qui aura lieu dans notre système. Alors, ça peut être un événement logiciel, ça peut être un événement technique, mais c'est l'idée, voilà, de dire à tel moment, il s'est passé ça. Voilà, donc avec le niveau de verbosité souhaité. Exactement. Le deuxième cas va être plus l'aspect métrique. Alors là, c'est vraiment l'aspect mesure. C'est-à-dire que c'est un peu comme je vais dire un tableau de bord où dans la voiture, on a un moyen de dire quelle est la température de l'huile, idéalement la pression des pneus, etc. C'est en fait de se doter de systèmes qui vont nous remonter en temps réel les mesures qui vont être intéressantes et qui vont nous servir à faciliter l'analyse en cas de problème ou bien d'anticiper les problèmes. On pense voilà au nombre de requêtes, à l'utilisation de la CPU, l'utilisation de la mémoire. Voilà, c'est avoir des informations qui sont utiles, mais pas trop non plus pour pas non plus saturer le système. C'est l'idée d'avoir juste ce qu'il faut. Et enfin, le troisième aspect, les traces. Là, c'est vraiment dans une on n'est plus dans des systèmes monolithiques où on avait vraiment un phénomène entrée-sortie qui était facilement qu'on pouvait suivre facilement. Là, il y a vraiment dans un aspect distribué cette histoire de se dire ok, je veux corréler toutes les informations qui se passent lors d'un appel. Mettons, on a deux services comme on verra tout à l'heure. Savoir l'appel, l'identifier d'une manière unique et avoir les sous-parties, combien de temps elles ont duré. Voilà, peu mais suffisant. Là où avant on avait ce petit réflexe d'essayer de propager un identifiant, de démarrer un chronomètre, l'entrée d'une méthode et un sortie, faire
faire la soustraction et ne loguer. Bon, tout ça, en fait, c'est vraiment conceptualisé et c'est ce qu'on appelle les traces. Donc, c'est vraiment dissocier ces trois concepts pour être le plus efficace. Et on verra qu'on a moyen un petit peu, certains, de les corréler entre eux pour pouvoir un petit peu, en fait, avoir une meilleure vue d'ensemble. En fait, jusqu'ici, la plupart du temps, ce qu'on faisait sans avoir les métriques et les traces, c'était de tout mettre dans les logs. Toutes les informations qui nous intéressent, on peut tout dans les logs, et effectivement, on pouvait mettre des timers et des choses comme ça. Les métriques et les traces nous permettent d'être un petit peu plus sélectifs et du coup de mieux exploiter les données. Un petit exemple sur la partie traces, du coup, pour qu'on se mette tous bien d'accord, puisque on va insister sur cette partie qui est un peu la moins connue, c'est, comme le disait Benjamin, on a un système qui va être distribué donc avec des systèmes qui vont tourner au fur et à mesure et qui vont répondre à notre problématique. Là, on prend l'exemple d'un client, qui va utiliser cet arbre d'appel, ce que vous voyez là à l'écran. C'est donc le client, il appelle un slash API, donc une API, pour l'exemple, et puis cette API-là va utiliser un service d'authentification, puis ensuite elle va faire un paiement, puis ensuite elle va faire un dispatch, et enfin elle va rendre la main au client. Et puis je ne vais pas vous lire tout le détail, mais vous avez l'idée, c'est vraiment un arbre d'appels, et au fur et à mesure, on sait que différents systèmes vont être appelés. Super, ça marche bien. Quand vous avez ça en mode monolithique sur un ordinateur, vous pouvez regarder les logs qui sortent, et puis vous pouvez regarder ce qui se passe, mais dès que vous distribuez ce type d'application, vous vous retrouvez à devoir, à l'ancienne, on va dire, devoir vous connecter à différents systèmes, regarder tout ce qui se passe partout et deviner d'où vient l'erreur. Et là, on va se dire maintenant, si j'avais des traces, qu'est-ce que ça change? Typiquement, simulons une erreur, on se dit le client il reçoit une erreur 500. Donc l'API a provoqué une erreur, l'erreur 500, sur un peu d'HTTP classique, c'est bon, le serveur s'est planté, on ne sait pas ce qui se passe. Ok, bon, c'est pas très rassurant. On va se connecter, on va regarder un peu. L'API, on se rend compte qu'elle a eu un timeout. Donc, en gros, elle a fait un appel quelque part et puis elle n'a pas réussi à répondre. C'est pas génial parce qu'on va être obligé de creuser au fur et à mesure. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un système, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui nous permet de savoir directement où est la panne, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi à la fin j'ai eu une erreur 500. Et donc, la mise en place de traces, elle sert à ça en fait. Elle sert à créer alors les petits blocs là de trace ID, timestamp et delay, c'est des spans. Et donc, en fait, c'est des sous-ensembles, des sous-éléments d'une trace qui vont constituer au fur et à mesure la trace complète. Et donc, à chaque fois qu'on fait un appel, typiquement l'API va appeler la partie authentification, eh bien, elle va générer un span, donc SPAN, un petit span, qui va contenir l'identifiant de la trace, le moment où on a déclenché l'exécution de cet appel-là, et le délai, donc la durée de cette exécution-là. Vu qu'elle a un identifiant, comme le disait Benjamin, on va aussi pouvoir garder cet identifiant-là pour le mettre par exemple dans nos logs ou dans nos métriques qui vont être générées. Mais toujours est-il qu'on va dessiner un graphe comme ça de tous ces appels-là en temps réel, à chaud, et on va de cette manière-là être capable de dire « Ah bah, tout en bas là-bas, le Paul a fait un timeout, c'est probablement du coup lui qui nous a qui nous a déclenché une erreur de manière générale, et on peut automatiquement, ou du moins immédiatement, aller cibler cette problématique-là. » Voilà pour la partie trace. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que tous ces métriques traces et logs, c'est bien intéressant, mais l'intérêt, c'est de voir maintenant comment on standardise tout ça pour faire en sorte qu'on puisse l'utiliser réellement un peu partout. Et c'est le standard OpenTelemetry qui nous permet de faire ce genre de choses. Donc OpenTelemetry, ça prend les trois types de signaux dont on vous a parlé, log, métrique et trace. Et c'est pas juste une technologie ou juste un protocole, c'est un ensemble de choses. Si on regarde la partie de droite, en fait, OpenTelemetry, c'est à la fois effectivement un protocole qui nous permet de gérer les petites flèches, là, le système log, app log, traces, etc. Il y a un protocole qui est défini dans OpenTelemetry qui nous permet de véhiculer ces informations. Il y a un collecteur qu'on va voir juste après qui permet de gérer les données. Et puis enfin, il y a une manière de transmettre les données à un back-end. Le back-end, lui, étant plutôt libre, en fait, actuellement. La première chose que standardise et que définit OpenTelemetry, c'est les conventions de nommage. Tu veux nous en parler un peu, Benjamin? Oui. Alors, au niveau OpenTelemetry, on avait auparavant, chacun avait son idée de nommer le trace ID d'une certaine manière, avec les ID majuscules, trace ID minuscule, etc. OpenTelemetry vient avec une standardisation de la façon de nommer chaque champ. Et c'est ça qui, en fait, alors ils se sont surtout focalisés sur les traces et les métriques. Il y avait déjà des standards et des choses qui avaient été faites sur les logs, mais plutôt côté traces et métriques, il y avait encore des choses à faire et des standards à poser
Donc, on va pas mal voir ceci. On verra aussi comment les logs peuvent remonter. On a aussi, là, comme on voit sur le schéma, un collecteur. Donc, ce collecteur, on le verra aussi dans l'exemple. C'est lui qui va être, qu'on peut mettre en fait dans une chaîne. Hein. On peut le voir comme quelque chose qui va s'intercaler en fait entre notre système qui va gérer les traces, les métriques et les logs et qui va agréger et faire éventuellement des traitements. C'est quelque chose qui est assez puissant, qui est encore en cours de développement. On verra plus tard. Mais on peut voir comme quelque chose d'assez prometteur parce que autant au niveau traces et métriques, c'est fait, mais au niveau log, on va pouvoir avoir éventuellement des traitements sur des systèmes déjà existants sur lesquels on n'aurait pas la main. Exactement, parce que le processeur permettant d'enrichir à peu près ce qu'on veut, on peut se permettre d'intégrer via OpenTelemetry des logs qui auraient été déjà générés par des systèmes existants, les renommer correctement en suivant les bonnes conventions de nommage, telles qu'elles ont été définies par OpenTelemetry, et se retrouver avec des logs qui sont réellement exploitables. On le fait déjà. Si vous prenez des metric bits ou des file bits sur du Elastic, on a déjà tous les systèmes pour les convertir. Là, simplement, il y a un standard pour le faire. C'est un peu la dernière partie qu'a pris OpenTelemetry sur la partie log, parce que les logs, jusqu'ici, il y a tellement de choses qui existent déjà que c'est difficile à standardiser. Donc les logs ne sont pas standardisés directement, mais la manière de les utiliser, donc surtout sur les conventions de nommage, elle est standardisée. Et donc on pousse à avoir ce type de standardisation. Après OpenTelemetry, vas-y. Ce qui est puissant avec le collecteur, c'est que ça laisse quand même, comme on voit là, il y a ces trois briques. Hein, enfin, il y a les briques qui sont qu'on voit sur le schéma qui sont en haut, qui sont un peu des briques dites receiver, et il y a la brique du milieu d'enrichissement et la brique de sortie, grosso modo. Mais en fait, le collecteur est fait de manière à pouvoir développer, si on est vraiment dans un cas aux limites, la petite brique de receiver qui va pouvoir nous ramener dans le standard et pouvoir profiter de la puissance d'OpenTelemetry. Exactement. Donc, tout ça, c'est effectivement, on peut rajouter pas mal de choses. Les collecteurs peuvent être chaînés eux-mêmes, ce qui fait qu'on peut distribuer effectivement l'ensemble des collecteurs pour pouvoir ensuite capter beaucoup de données et avoir énormément de systèmes qui vont être monitorés tous de manière standard. C'est assez puissant. Et donc ça, c'est vraiment un développement qui est fait dans le cadre du standard OpenTelemetry. Pour trouver l'ensemble de ces petits connecteurs dont parlait Benjamin, que ce soit des appenders pour les logs ou au contraire pour pouvoir exporter les données depuis un collecteur vers un back-end de visualisation ou de stockage, donc vous avez une registry dans OpenTelemetry qui est assez fournie, qui contient énormément de choses, qui vous permettent de savoir vers quoi vous pouvez traiter ou exporter les données pour respecter le standard OpenTelemetry. En termes de back-end, il y a beaucoup de choses. Que vous soyez on-prem ou en SaaS, donc là on cite quelques solutions on-prem ou en SaaS, hein, on n'a pas de part chez eux. La plupart des éditeurs logiciels qui travaillent là-dessus vous fournissent surtout une couche back-end qui est très travaillée. C'est super intéressant. C'est pas quelque chose qui pour le coup est standardisé directement dans OpenTelemetry. Et là où c'est un peu curieux, faites attention, c'est que beaucoup de ces éditeurs-là vous disent nous sommes standard OpenTelemetry. En vrai, ce qu'ils veulent dire la plupart du temps, c'est qu'ils sont capables de collecter les données qui sont au format OpenTelemetry. Par contre, ils ne vous les rendront pas dans ce format-là, et donc l'interopérabilité qu'on espère avec un standard n'est pas réelle quand on arrive uniquement au niveau du back-end. Pour les parties plus hautes, effectivement, on est sur des standards. Mais il reste encore un peu de boulot pour être standardisé sur la partie back-end. Hop là. Un petit point sur le statut d'OpenTelemetry. Pareil, sur la droite, vous avez la liste des langages qui sont actuellement supportés pour les types de signaux. Donc, ce qu'on voit, hein, c'est que les traces, les métriques sont quand même plutôt bien supportés par OpenTelemetry sur les principaux langages. Les logs, un peu moins. Là encore, on vous le disait, hein, ce n'est pas quelque chose de facile à standardiser. Et donc, ce qu'il propose au fur et à mesure, c'est quelques appenders pour des formats de log très précis, voire même c'est la librairie qui vous le formate pour vous, histoire d'être sûr que ça rentre bien dans le format. Voilà. Sachant qu'OpenTelemetry, dans son protocole, peut traiter à peu près n'importe quelle ligne de log, mais ensuite, pour la corréler, il faut être en forme si on n'a pas respecté le standard OpenTelemetry. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, la question qu'on se pose, évidemment, c'est comment, depuis mon code, depuis mon applicatif, depuis mon système, je fais pour récupérer l'ensemble des signaux qui m'intéressent. Donc là, on parle surtout de traces dans ce slide, mais comment je fais pour les récupérer, ces informations?
Alors, vous avez la première méthode qui est la méthode manuelle, où on utilise effectivement l'API d'OpenTelemetry. Donc, vous implémentez l'API qui va bien dans votre langage. Là, ici, on l'a fait en Java. Et donc, vous déclarez simplement un tracer, vous mettez un span, donc vous démarrez une session finalement dans votre trace complète, en vérifiant bien sûr qu'il n'y ait pas une trace ou un span déjà existant, puisqu'il faut quand même les imbriquer correctement. Et puis ensuite, vous pouvez démarrer votre span manuellement. Et ça, c'est assez pratique quand vous avez la main complète sur le code et des éléments très précis à suivre. La plupart du temps, par contre, vous allez utiliser des librairies qui existent déjà, des frameworks de développement qui existent déjà. Vous n'avez pas recodé du Java vanilla, quoi. Et donc, si vous utilisez typiquement en Java du Spring Boot, et en Spring Boot 2, vous avez la librairie Spring Cloud Sleuth qui permet automatiquement de faire l'instrumentation de votre code pour vous et finalement, vous n'avez pas de code à changer. On verra un petit peu après. Pareil pour Spring Boot 3, sauf que la librairie qui a été sélectionnée, c'est Micrometer et non plus Spring Cloud Sleuth qui, elle, est dépréciée. Donc là, finalement, c'est une dépendance supplémentaire que vous ajoutez dans votre code et ça vous permet d'avoir directement votre instrumentation qui est faite, donc votre observabilité qui est réalisée. C'est possible uniquement, évidemment, dans les langages qui permettent de faire ce type d'introspection. Ça ne marchera pas sur du Rust ou d'autres langages. Mais bon, voilà, c'est une possibilité assez intéressante. Et de la même manière, pour aller encore plus loin, si vous n'avez même pas vous-même envie de rajouter une dépendance, vous pouvez utiliser dans certains langages, là encore une fois en Java, l'instrumentation automatique. Donc c'est un agent Java, le OpenTelemetry Agent, que vous rajoutez à votre ligne de commande quand vous lancez votre programme Java, et qui va monitorer, enfin du moins analyser le comportement de votre application systématiquement pour chaque appel, chaque méthode, etc. Et dès que c'est une méthode qu'il connaît, qu'il sait qu'il doit instrumenter, il va rajouter une trace, un span, et envoyer les informations correctement au fur et à mesure à un collecteur. Donc voilà, les 3 types de fonctionnement qui vous permettent de brancher du OpenTelemetry, bon, là, sur une application Java, mais vous avez l'idée pour les autres langages. Il y a une question quand même qui se pose, c'est comment fait le standard OpenTelemetry pour pouvoir transmettre les informations, parce que quand on parle de distribuer, on parle forcément de passer d'un système à un autre, qui sont pas en mémoire au même endroit, qui sont sur des réseaux différents, etc. Et la plupart de nos systèmes maintenant communiquent en HTTP. Donc, il y a différents formats qui ont permis de standardiser au fur et à mesure. Donc, les grands noms du secteur ont défini leur propre format, mais c'est tous basé sur des entêtes HTTP. Ils ont tous travaillé de cette manière-là. Donc, un Datadog vous rajoute une entête X Datadog quelque chose, donc le mot-clé qui va bien pour leur protocole à eux. Jaeger, OpenTracing, ils ont tous fait ça. Et du coup, il y a un standard qui a été également adopté pour OpenTelemetry pour pouvoir passer ce type d'informations-là, qui est le W3C Trace Context, qui rajoute en fait une entête qui s'appelle TraceParent et qui va être de ce format-là, donc la taille, le Trace ID, le Parent ID et la parité, un bit de parité pour pouvoir faire un calcul, en fait, tout simplement. Et donc ça, vous le rajoutez dans votre entête HTTP et ça vous permet de véhiculer l'information comme quoi l'appel actuel fait partie d'une trace. Ce qui fait que vous passez d'un système qui fait du Java à un système qui fait du .NET, à un système qui fait du PHP. Tant qu'ils savent lire ce type de standard, ils peuvent véhiculer la trace et ainsi vous permettre de faire une vraie trace de bout en bout, multi-langage, multi-protocole. Ça marche aussi, par exemple, avec du Kafka. Dans les entêtes des messages Kafka, c'est pas du HTTP évidemment, mais dans les entêtes du message Kafka, vous avez également le traceparent qui peut être passé et qui permet de faire suivre l'information comme quoi on est dans une trace. C'est ça qui est puissant avec OpenTelemetry, c'est que c'est vraiment cette standardisation de l'information qui doit être dans le header ou la metadata selon le langage. C'est-à-dire que quand on rentre dans le système, on va aller puiser l'information qui a été propagée par un autre et pouvoir s'insérer en fait dans le contexte de cette poupée russe qu'on voyait tout à l'heure. Exactement. Et on a pas mal parlé de théorie, de détails. Maintenant, on va regarder un peu comment ça marche pour de vrai. Le cas exemple qu'on va vous prendre, c'est tout simplement 2 web services. Un web service là, qui s'appelle ici API Service, et puis qui appelle un deuxième web service. Donc ce sera des web services avec du HTTP, type communication REST tout simplement. Et ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un appel qui est fait sur ces services-là, les spans, donc finalement la trace, soit traitée, envoyée à un collecteur OpenTelemetry et envoyée ensuite à un back-end. Le back-end qu'on a choisi pour ce soir, c'est Tempo avec Grafana, donc c'est la stack de Grafana.
en pratique, ça fonctionne sur pas mal d'autres back-ends sans trop de difficultés. Ça, c'est la démo qu'on va vous faire. On switch tout de suite sur ton écran, Benjamin. Yes. Allez, c'est parti. Tac. Alors, on vous a un peu menti, c'était pas du Slush, mais du Micrometer. Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, sur Spring Boot 3, ils sont passés sur une librairie plus standard, c'est-à-dire savoir Micrometer. Ils sont plus sur leur solution qui est Slush, qui avait été mise en place avec Spring Boot 2. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, donc au niveau dépendance, hein, on a du classique. Au niveau des logs, on est parti sur un encodeur Elastic Common Schema, qui est un petit peu un standard dans les logs, qui permet de faire du JSON. Ça nous facilitera par la suite le parsing par le collecteur. Après, on en prend comme dépendance, bon voilà, les librairies de Micrometer. Actuator, bon ça c'est juste pour l'exemple, mais Micrometer Tracing, Tracing Bridge Hotel, parce pour lui dire qu'en fait dans Micrometer, Micrometer étant agnostique, on va lui dire Micrometer, on va vouloir que tu fasses de l'open télémétrie. Et ensuite, en dernier, le registry au TLP qui va nous permettre en fait d'exporter ces données, les données qu'il va collecter sur du format open télémétrie. Côté configuration, donc comme vous voyez, je vais vous montrer si on prend un contrôleur. Il n'y a rien en fait. Hein, vu que j'ai pas envie de démarrer un span, par défaut, on verra qu'il me collecte de lui-même. Il a déjà instrumenté mon code. C'est-à-dire que pour ceux qui connaîtraient pas Spring Boot, ça vient avec des autoconf qui sont capables au démarrage de l'application, de dire, OK, si j'ai telle et telle dépendance, c'est-à-dire que si dans mon classe pass, j'ai telle classe, alors je peux démarrer ce comportement et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai mis justement ces dépendances. Et Spring Boot venant avec ses autoconf, il va être capable de dire, OK, j'ai OpenTelemetry, j'ai Micrometer, je vais donc rajouter le composant qui fait qu'à chaque entrée de requête HTTP, je vais insérer, signer, je vais regarder dans le header si je vois le header dont on parlait tout à l'heure, trace ID parent, et dire, OK, s'il existe, je démarre un span et j'ai pour parent celui qui m'a été envoyé et je m'insère dans la trace avec l'ID qui m'a été envoyé. S'il n'existe pas, j'en démarre un nouveau. Pareil, quand on sort du système, si on regarde un des clients, c'est bien, on va regarder un des clients, hop, il n'y a rien non plus, mais on voit que j'insère un REST template, le REST template étant construit à partir du REST template builder. REST template builder, c'est un objet qui m'est fourni par le contexte Spring, qui lui aussi a le bénéfice il y a une autoconfiguration, il voit qu'il y a un Micrometer, il va pouvoir me dire, il y a un appel qui va être fait, je vais configurer cet objet REST template builder, qui pour ceux qui connaissent pas Spring, va me permettre de faire des appels HTTP, et il va dire de manière transparente, j'ai un contexte d'observabilité qui est démarré, eh bien, je vais propager le header. C'est-à-dire que je n'ai rien à faire. Moi, dans mon code, vous voyez, il n'y a rien du tout qui est relatif à de l'observabilité. Voilà. Côté configuration maintenant. Configuration, on voit, bon, il y a pareil des informations. Donc là, on est dans un contexte, je verrai après, on a utilisé Docker Compose. Il y a juste un collecteur qui est mis à côté des deux services qui sont en train de tourner et qui se charge de récupérer à qui on va envoyer l'information, donc des métriques, du tracing. Et il a aussi une patte sur les logs. Bon, pour les besoins de démo, les logs sont sur des fichiers, mais il pourrait instrumenter les sorties standards de pod ou simplement du process Unix. Et donc, on voit le tracing, on a mis, il va aller dans un endpoint. Pareil pour les métriques. Si on regarde du point de vue de notre déploiement, donc on a nos deux services qui ont un petit peu la même configuration, à savoir que, comme on peut le voir, on a Observability Tracing Endpoint. On voit que le tracing et les métriques vont au même endroit. Alors c'est ça ce qui va être intéressant, hein, c'est l'URL, on voit Hotel Collector, ça tombe bien, c'est notre collector qui est déployé juste à côté. Donc il y a un petit peu de configuration dans le collector comme on va le voir tout à l'heure.
côté définition du collecteur, le collecteur, en fait, je vais partir du bas de la configuration pour comprendre. En gros, un collecteur, on va lui définir, vous vous souvenez du schéma qu'il y avait tout à l'heure, il y avait les points d'entrée, le processeur au milieu et les exporteurs. Ben, en fait, tout ça, des exporteurs, des processeurs mis ensemble avec des receivers, c'est ce qu'on appelle un pipeline. C'est-à-dire qu'en fait, notre configuration du collecteur va être uniquement de définir des exporteurs pour les logs, des exporteurs pour les traces si on veut le faire, et ainsi de suite sur les métriques. Typiquement, là, comme vous pouvez le voir, on définit 3 pipelines, un pour les logs où on va avoir un exporteur qui est Loki, qui va être défini au-dessus. On le voit là, il est en haut de la fenêtre. En gros, c'est Loki, tu vas sur l'endpoint et puis c'est tout. Des processeurs qui sont des ajouts d'attributs et des receivers. Donc là, on l'a défini plus haut, on le verra plus tard. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt côté métrique et côté trace. Donc on a vraiment, on voit que le receiver, c'est le même. Donc en fait, les payloads qui vont être envoyés sur ce receiver OTLP, le receiver OTLP va à la fois recevoir les métriques et les traces, mais saura, puisque le payload est que la payload est standard, s'il est en train de traiter des métriques ou s'il est en train de traiter des traces. Chacun va être branché avec des processeurs tels que définis. Et puis en fait, on aura 2 exporteurs qui vont être différents, Prometheus et un en OTLP Tempo. Et les exporteurs, ils sont définis ici. OTLP Tempo, c'est un client OTLP, comme on avait côté application. Ben là, lui, pareil, il va le renvoyer sur un service qui s'appelle, qui est un Tempo. Prometheus, il va se contenter de faire d'exposer les métriques qu'il a collectées dans un endpoint qui est au niveau du collecteur. Et à ce moment-là, on pourra dire à notre brique Prometheus de venir consommer ces métriques ou bien éventuellement d'avoir encore un collecteur au-dessus qui pourra agréger des collecteurs. Rien ne vous empêche d'enchaîner les collecteurs à loisir. Et enfin, notre exporteur Loki qui est au-dessus. Et c'est là que ça se passe aussi, où on a des exporteurs qui permettent de faire d'autres systèmes, du type Datadog ou autre. Et la magie du truc, c'est qu'en fait, ces entreprises-là ont créé des exporteurs pour exporter dans leur format à eux directement les données qui sont exportées depuis le collecteur. C'est là où on sort un peu d'OpenTelemetry, mais bon, c'est possible en tout cas. Il y en a pour énormément de systèmes. Au milieu, on a des processeurs. Les processeurs, ils vont récupérer en fait les données qui vont être reçues par les receivers et faire du traitement. Donc, on voit, hein, il y a du batch qui va les agglomérer et puis les envoyer ensuite. Pareil, côté Prometheus, on peut rajouter des attributs en fonction des attributs qu'on a reçus. Pour Loki, on peut insérer, dire à Loki, Loki étant basé comme Prometheus sur des databases qui sont avec une indexation de champs d'une cardinalité finie, lui dire écoute, tu te contentes de regarder ces champs-là, ces champs-là, ces champs-là, et les autres tu les mets comme des ressources, mais tu vas pas les indexer. Et enfin, la partie intéressante, les receivers. Bon, côté receiver OTLP, rien de bien impressionnant, hein. Il écoute sur un port en HTTP ou en gRPC. Et par contre, après, on avait un receiver. Bon, celui-là, on s'en est pas servi, le Prometheus, où on était en gros, on a un endpoint où on va aller scruter les endpoints. Mais nous, on a fait le choix que nos services envoient directement leurs métriques au receiver OTLP. Et côté file log, bon, c'est un peu verbeux, c'est pas bien excitant. Enfin, grosso modo, hein, on définit que les logs peuvent être des multiline. On lui dit une ligne de log, elle va commencer à tout le truc avec une accolade de moustache, type JSON parser. Et puis on va enchaîner les traitements, essayer peut-être de renommer des champs pour entrer dans le standard, etc. Donc c'est customisable, c'est verbeux, c'est assez casse-pied. Une fois que ça marche, on n'y touche plus. C'est là où on voit la limite effectivement de la standardisation, où ils ne sont pas allés très loin dans la standardisation des logs, mais du coup, c'est un peu plus compliqué à intégrer. Côté ce qu'on voit maintenant, donc là, on a notre application qui est en train de notre système qui est en train de tourner. On a 2 services qui sont démarrés, qui se parlent entre eux.
Le service est tout bête, hein, il y en a un chez qui on rentre et puis on va récupérer sur l'autre service, donne-moi l'identité et donne-moi le nom de l'adresse de l'utilisateur et ça renvoie le tout. Tu veux que je re-switch Euh, sur le petit schéma pour montrer ouais, ce qu'on fait? L'idée, ouais, c'est ça, vas-y. hein. C'est effectivement, on a là bon, notre navigateur web ou un petit curl en ligne de commande qui va permettre effectivement d'appeler le premier API service. Ça va déclencher forcément la création d'une trace ID et d'un span ID. Par défaut, ils ont le même numéro là dans cet exemple-là pour démarrer. Et puis ensuite, on va voir que le API service va appeler une première fois un customer service, puis une deuxième fois un customer service, et qu'à chaque fois, le span ID change. C'est ça qu'on s'attend à ce qui se produise. Et à chaque fois, via le collecteur que vient de vous montrer Benjamin, on va envoyer les informations donc, au collecteur et ensuite à Tempo Grafana. Voilà ce qu'on va regarder maintenant. Donc là, c'est les appels qui circulent et comme on peut voir, on a des logs et on a là au milieu des ID qui reviennent. Là, on a vu le 40A, le 57, etc. Et ce champ là qui est dans le premier, dans les brackets, là, dans les crochets, c'est l'ID de trace tel qu'on l'a défini dans notre log. Et là, on voit que ça varie. Donc il y a les spans. Donc on a rajouté comme information un petit peu les URI, mais on va le voir de côté Grafana. Donc là, on a la source Prometheus qui en fait nous remonte les métriques. Donc là, on remonte des métriques. Hein. Pareil, Spring Boot, il vient avec ces métriques toutes faites. C'est-à-dire que dès qu'il voit qu'il y a des métriques qui peuvent être mesurées, il va me proposer de mesurer les requêtes HTTP, Server Request Sum, etc. Et ce qui va nous permettre déjà de base de remonter des informations qui sont assez probantes, l'utilisation de la JVM, la CPU, etc. Et comme ça remonte dans notre système. Et là, Zoom c'est juste peut-être pour légèrement si tu l'illustration. peux. Oui, pardon. Si tu peux juste zoomer légèrement éventuellement. Alors, zoomer Je sais pas si tu peux. Ah, comme ça. ouais, c'est pas mal. Là, on est pas mal. Merci. Yes. Donc voilà, là sur ce type de requête qui est la somme des nombres de requêtes, on voit qu'il y a l'application, il y a des applications qui sont appelées et qui sont et donc on voit dans l'exported job, il y a le nom. Alors ouais, je vais zoomer encore un peu plus. Tant pis pour les ascenseurs, mais voilà. On voit que l'instance, c'est bien, on ne ment pas, c'est notre collecteur qui remonte les informations. Et le job qui les a exportés, ben, on a l'API service qui a remonté des requêtes. Donc il y en a certaines qui sont en client error, c'est parce que volontairement notre script appelle des mauvais chemins pour générer des erreurs 404. Et puis les autres qui sont celles qui sont en nombre assez important. Et puis donc, effectivement, après, les autres requêtes sont appelées, d'autant. Côté, tempo. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Là, on n'a pas fait de requête vraiment complexe. Hein, on a les dernières traces qui ont été remontées par tempo. Si on peut cliquer, donc ça, hein, c'est l'API Grafana. On customise un peu Grafana pour lui dire tiens, tu vas nous mettre un petit bouton pour les logs et tu pourras aller chercher les logs qui seront à cette date-là. Donc là, typiquement, on a ce dont on parlait tout à l'heure, hein, on a l'illustration d'une trace. Donc la trace, il y a un appel qui a été fait sur API Service, comme on voit là en haut, sur le chemin Get Customers entre accolades Customer ID. Donc on a l'ID de trace. Donc on a la trace principale qui est sur le trait en haut. Et on voit que ce span principal, pardon, j'ai un but de langage, il a un span enfant qui est l'entrée dans l'application à proprement parler. Et donc il y a un appel là qui est sur le span enfant où je vais faire l'appel client. Donc là, Spring Boot, il a démarré de lui-même hein, des spans, c'est-à-dire que là, je suis dans mon code de métier principal, mais je vais faire un appel client et de lui-même, il démarre un span. Donc, comme ça, on a le span vu par l'appelant et vu par l'appelé. Donc, déjà, ça permettra éventuellement, si on voit que il y a un gros décalage entre l'appelant et l'appelé, de se dire, ah ben tiens, il y a peut-être des problèmes au niveau réseau et je vais pouvoir aller muscler tout ça. Et là, pareil, il y a le span qui est vu appelé. Voilà. Et je vais pouvoir appeler,
j'ai cliqué sur... ça s'est peut-être pas vu, donc je vais le refaire depuis le début. Ça, c'est un qui a fait 404. Si j'appuie sur le bouton log, ou si c'est log for this span, tac, je bascule dans la vue Loki, donc qui est notre data source de Grafana, qui lui collecte les logs. Et dans Loki, je peux voir justement les logs. Alors, c'est pas les logs de cette trace, parce que Loki n'est pas même d'indexer par ID de trace, parce que sinon, ça fonctionnerait plus. Mais les logs qui ont eu lieu à ce moment-là. Donc après, je peux essayer de les filtrer. Là, ça tombe bien. Donc là, j'ai tous mes logs qui sont présents. Donc voilà, je peux voir les trucs et puis revenir dans Tempo, ainsi de suite. Et ça, c'est top. Donc, si on voit effectivement le schéma qu'on présentait au départ avec les différents identifiants, on cherche où est l'erreur, bah, on reprend la trace, on voit qu'il y a un des spans qui a pris beaucoup de temps, on clique sur les logs. Selon le back-end, bah, vous voyez, typiquement, Loki, il y a quelques limitations encore, mais selon le back-end qu'on veut utiliser, là, la stack Grafana, bon, on peut retrouver effectivement quasi immédiatement le log qui va avec. On peut espérer qu'effectivement, dans le log, on a un peu plus de détails, mais on sait que c'est sur ce serveur, sur ce service, dans ce conteneur, bref, à cet endroit-là, que les erreurs vont être importantes à creuser. Potentiellement jusqu'à une base de données, un serveur Kafka, ce type de système.